C'est l'indépendance. Hein, et comme je pense, les 95% de ceux qui vont s'appeler haïtiens à partir du 1er janvier 1804, leur volonté n'était pas l'indépendance. Il faut savoir que quand ils montaient à l'assaut des Français, ils montaient au son de la Marseillaise et du drapeau bleu, blanc, rouge. C'est après qu'ils ont déchiré le blanc pour avoir le drapeau bleu et rouge. Vous faites le drapeau. Mais ils combattaient les Français avec la Marseillaise et avec le drapeau bleu, blanc, rouge, et avec les idéaux et les idéaux des révolutionnaires français, des conventionnels. Donc l'idée n'était pas du tout au départ de mener un combat nationaliste classique comme on connaît aujourd'hui, les combats de décolonisation du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'était pas ça au départ. C'est les circonstances qui ont fait que la lutte haïtienne s'est transformée en une lutte pour l'indépendance. De toute façon, s'il n'y avait pas eu l'indépendance, c'était le rétablissement de l'esclavage. Je positionne Toussaint Louverture comme étant celui qui défendait un idéal auquel le premier consul, donc le futur empereur de France, ne croyait pas lui-même. Et c'est en ce sens que ça me paraît intéressant, c'est de souligner le fait que les valeurs républicaines pour lesquelles des hommes se sont battus aux Antilles, parce que des Noirs se sont battus, des Blancs se sont battus, et donc au-delà de leur couleur de peau, ils sont devenus des citoyens français. Napoléon Bonaparte s'est inscrit dans quelque chose d'absolument abject. Il est le seul chef d'État de la France à avoir remis en esclavage, à avoir mis en esclavage des citoyens français. Et ça, c'est unique. Okay, et donc, à ce moment-là, le combat de Toussaint Louverture prend une valeur qui est autre, qui dépasse en fait son appartenance ethnique, le fait qu'il appartenait à la communauté haïtienne, etc. Si on replace le débat sur un aspect des idéaux, les idéaux font que l'ouverture est un grand homme, un homme immense, et que Napoléon est un nain éthique. Une belle parole. Bon. Ah mais oui, j'avais... Toussaint est considéré comme quelqu'un qui est à la fois haïtien et non haïtien. Parce que dans sa constitution de 1801, il disait, par exemple, on est français, on est libre, mais on est français, on meurt français. Il y a un article qui précise ça. Donc quand les gens vont voir ça, ils vont s'apercevoir d'une chose, que Toussaint n'était pas en rupture totale avec l'ancienne métropole et qu'il cherchait à intégrer Saint-Domingue dans une sorte d'état, de super-état, comme une sorte de Commonwealth, comme on le fait aujourd'hui, avant la lettre. Justement. Donc c'était un précurseur, et Aimé Césaire dit de Toussaint qu'il est le précurseur, le maître de la révolution de Saint-Domingue. Quand on se réfère à la constitution de 1801, de Toussaint Louverture, on voit effectivement que c'est un grand visionnaire, Toussaint Louverture. Essayer d'imposer une constitution à la France, envoyer le texte en France, avant l'arrivée du texte en France, c'était déjà en application dans la colonie de Saint-Domingue. Dans la colonie de Saint-Domingue, on avait les grandes propriétés. Avec Toussaint Louverture, on a encore les grandes propriétés, mais maintenant, il y avait des noirs propriétaires, des blancs propriétaires et des mulattes propriétaires. Toussaint Louverture, vers Ouida, de Édouard Jean-Baptiste. Sur son cheval blanc. Oui, oui. Okay. On a pu trouver la déportation de Toussaint pour le fort de Joula. En cherchant, c'est de l'artiste Jean-Baptiste Jean. Grâce à la trahison du général Brunet, Leclerc organisa un guet-apens et par surprise, on a appréhendé Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, il
il ne manquait jamais ses rendez-vous. C'était un homme de parole. Il s'est rendu. Mais même là encore, plus loin, on parle de Toussaint Louverture en tant qu'un Christ noir. Ça, c'est la thèse de Césaire. Il savait qu'il allait se passer quelque chose. Parce qu'on connaît Toussaint comme un homme madré, très intelligent. On l'a dit de venir sans âme. Il l'a fait. On l'a dit de venir sans soldat. Il l'a fait aussi. Donc, cela nous aide à croire que Toussaint Louverture s'est livré effectivement lui-même. Il semble donc que Toussaint soit resté fidèle à la France, ayant cherché jusqu'au bout un terrain d'entente avec la métropole. Avec son arrestation, le temps de la diplomatie est bel et bien révolu. Son lieutenant, Jean-Jacques Dessalines, reprend le flambeau de la lutte. Quand ils apprennent que l'esclavage a été rétabli à la Guadeloupe, Dessalines et ses hommes jurent de mourir plutôt que de vivre sous la domination française. Le combat devient une guerre sanglante pour l'indépendance. Bon, je vous introduis, c'est un tableau sur création du drapeau, sur la création du drapeau. C'est fait le 18 mai 1803. L'armée indigène utilisait le drapeau français parce que c'était l'armée française. Et puis, un beau jour, 1803, il nous faut aussi un drapeau. Alors, Dessalines a arraché le blanc qui était dans le drapeau des Français et puis on a approché les deux, le bleu et le rouge, et puis on a formé notre drapeau. Mais pour vous, il y a une fierté dans cette histoire haïtienne, dans cette histoire de l'indépendance? Et autrefois, oui, mais maintenant, non. Parce que je ne trouve pas ça. Parce que dire qu'on a une fierté, oui, mais conserver cette fierté, c'est deux choses différentes. Parce qu'on n'a pas pu conserver ça. Même les gens qui chantent ça. On utilise Toussaint Louverture, on utilise Dessalines, on utilise Charlemagne Péral, mais on ne donne pas l'exemple. C'est là le problème. Alors il faut donner l'exemple. Donc il faudrait revenir au message. Oui, c'est-à-dire qu'il faut être très sérieux de ne pas faire le contraire de Toussaint Louverture. Ce n'est pas dire qu'on a une fierté christophienne, une fierté comme Toussaint Louverture, et puis on fait différent, on tue les gens, on matraque les gens, et là, pour moi, ce n'est pas un bon exemple. Alors il faut donner l'exemple. Il y a un Africain qui m'avait dit quelque chose, que la jeunesse haïtienne est amorphe et égoïste. C'est-à-dire, j'ai l'impression vraiment qu'il a fait un très bon jugement. Parce que c'est difficile pour moi de voir des jeunes très très aisés et puis des jeunes et les autres aussi pauvres. C'est là le problème, c'est là toute la contradiction. Et ceux qui sont très très pauvres maintenant, si dans quelques jours ils trouvent de quoi vivre et quelques aisances, ils oublient immédiatement s'il était dans la pauvreté. Et puis il fait presque la même chose. C'est ça ce qui est arrivé actuellement. Quand Duvalier était au pouvoir, tout le monde critique Duvalier. Maintenant, on est arrivé au pouvoir, on fait le pire que Duvalier. C'est là un problème. Ce tableau, c'est le premier des Noirs. Je fus, je suis et je serai le premier des Noirs. Voilà, c'est la cellule où se trouvait enfermé Toussaint Louverture au Fort de Joux. Dans un sombre cachot du Fort de Joux en France, languissait un vieux noir qu'admirait l'univers. Trahi par les Français, jaloux de sa vaillance, le noir fut dans ce fort, jeté les pieds au fer. Mais une nuit, pensant au ciel de la patrie, à sa femme, à ses fils, à ses champs de maïs, le guerrier s'écria dans un accent sincère, « Ô mon pays,
La voûte du cachot entend trop mes soupirs. Il m'a jeté dans cette fosse immonde. Bonaparte, rends-moi ma femme et mes enfants. Mais pourquoi prives-tu du soleil Napoléon le Noir protégeant sa patrie? Pourquoi Napoléon, toi qui soutiens, défends le droit, la liberté, combats la barbarie, as-tu ravi d'un Noir sa femme et ses enfants? On a enfermé Toussaint Louverture dans la montagne. Il a passé presque 9 mois sans sortir une seule fois de sa cellule. Il avait, il faut dire, déjà 60 ans quand il a été emprisonné ici. Ce qui avait d'assez extraordinaire, c'est qu'il venait des tropiques, qu'il avait toujours vécu là-bas et qu'on le met dans la forteresse française la plus froide de France, à 1000 mètres d'altitude. Bon, l'hiver commence au mois de septembre et puis finit au mois de mai, à peu près. Et puis il n'y avait pas vraiment de chauffage central, comme on sait. Là, il y avait une cheminée. Et il n'y avait probablement pas de vitres à la fenêtre. Là, elle est superbement retapée, cette cellule. Je ne pense pas qu'elle était vraiment aussi confortable à l'époque. Toussaint a été mis ici simplement pour crever à petit feu. Voilà, que Bonaparte ne voulait pas avoir qu'on puisse lui dire directement qu'il l'avait mis à mort, mais c'était l'équivalent. Parce que de toute façon, on ne pouvait pas survivre très longtemps ici. C'est une mise à mort lente. C'est ici que s'est livrée à Vertières la bataille décisive qui a abouti à l'indépendance d'Haïti. Il y a eu une bataille terrible et au cours de à la fin de laquelle les troupes françaises se sont donc inclinées et ont donc reconnu la défaite face aux valeureux esclaves noirs qui étaient dirigés à l'époque par le général Capois-Lamort. Et donc à partir de ça, l'indépendance avait été déjà quasiment signée dans les fêtes, ici le 18 novembre 1903. Donc Toussaint n'a pas assisté à cette bataille décisive. Donc il n'a pas connu l'indépendance. Il n'a pas connu l'indépendance. Il n'a pas connu l'indépendance. Toussaint l'organisateur, Toussaint le diplomate, Toussaint le visionnaire, il n'a pas vu venir. Mais il avait dit, quand il s'était fait arrêter, il avait dit en montant sur le bateau qu'en me renversant, vous n'avez fait que couper le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Effectivement, Toussaint est mort, mais les racines étaient profondes et nombreuses et elles ont bourgeonné et ça a abouti le 10 novembre à la lutte finale pour l'indépendance. « 200 ans après, les Haïtiens sont encore à lutter pour le droit à la vie, le droit à la nourriture, le droit au logement, le droit à l'éducation, à la santé, pour les droits élémentaires. Nos ancêtres en 1803 ne pensaient pas que 200 ans après, on en serait encore là à se battre contre les inégalités. Ce ne sont plus que les inégalités face à des colons, mais les colons sont devenus les colons haïtiens. Les frères haïtiens sont devenus des colons pour leurs propres frères. Donc chaque fois qu'un Haïtien se retrouve à Vertières, il devrait réfléchir à ce qui est advenu de ce pays 200 ans après. Et ce que nous autres nous allons laisser pour nos enfants. Nos ancêtres ont laissé l'indépendance, nous autres allons-nous leur laisser un pays où il fait bon vivre. En 1804, Haïti devient donc la première république noire et le deuxième État indépendant d'Amérique, 20 ans après les États-Unis. Mais cette indépendance acquise dans le sang par d'anciens esclaves n'est reconnue par aucune des grandes puissances qui craignent que ce souffle de liberté ne se propage dans toutes les colonies d'Amérique. Isolée, victime d'un embargo,